voyait bien, Macron, que si ce tiers-statut existait, était légalisé, eh ben, demain, il pourrait être utilisé dans toute l'économie au-delà des plateformes. Et comme ça, c'était une façon de casser le droit du travail. Et donc, ça a été la bataille de Macron. Au départ, le tiers-statut. On a dû le faire reculer sur le tiers-statut. Donc, dernièrement, il avait une autre stratégie, mais en gros, qui consiste à tout faire pour faire en sorte qu'on évite aux plateformes d'assumer leurs obligations d'employeur. Et ça, c'était… Alors, au départ, je me demandais s'il était payé par Uber. Je ne pense pas, mais c'est vraiment idéologique, je pense, d'être au service des intérêts d'Uber parce qu'il a entrevu la possibilité qu'il y avait de casser toutes les protections, tout le salariat, de revenir sur des décennies de conquis sociaux. Jeudi dernier, une décision historique a été prise par l'Union européenne. La Commission, qui n'est pas connue pour ses positions gauchistes, a rendu publique une proposition de directive qui remet en cause le principe même de l'économie ubérisée. Les travailleurs des plateformes comme Uber, justement, mais aussi Deliveroo et autres, doivent bénéficier d'une présomption de salariat. Jusqu'ici, les chauffeurs VTC et livreurs exercent sous le statut de travailleurs indépendants. Ils n'ont droit ni au salaire minimum, ni au congé payé, ni à la protection sociale. En bref, ils sont corvéables à merci. Comment cette victoire alors a-t-elle pu être obtenue? Nous avons joint la députée européenne Leila Chaibi, élue France Insoumise. Elle est l'une des parlementaires européennes à avoir le plus agi pour arriver à l'adoption de cette directive par la Commission européenne. Elle explique qu'en réalité, tout a commencé devant les tribunaux. On l'écoute. Si on veut remonter donc à l'historique, donc on a des plateformes qui arrivent comme ça en Europe et qui nous disent je suis là pour faire l'intermédiaire entre un travailleur indépendant et un client. Sauf que quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont loin de jouer le rôle d'un simple intermédiaire, mais elles décident de la façon dont est réalisée la prestation. Et c'est pour ça que quand ils sont sollicités, les juges, parce que partout en Europe, il y a des travailleurs qui vont devant le juge et qui disent je comprends pas, moi j'avais signé pour être indépendant chez Uber, mais en fait… dans les faits, je décide de rien. C'est pas moi qui décide de mes tarifs, c'est pas moi qui décide comment je travaille, alors qu'à la base, j'avais signé pour être indépendant. Et le juge dit, le juge qui constate la relation de travail, qui dit, effectivement, il y a marqué indépendant, mais ça l'est pas. C'est pas indépendant. Il y a une plateforme qui décide, qui joue le rôle d'un patron, en fait. Et donc, il faut qu'il y ait requalification en contrat de travail. Ça se passe un peu partout. Mais disons que ça ne dépasse pas les cas personnels des personnes qui vont solliciter le juge. Et on a un décalage du coup entre le droit tel qu'il est donné par la loi et le droit tel qu'il est prononcé par les juges. En fait, il y a 2 ans, la présidente de la Commission européenne, elle a dit on va travailler sur la question des travailleurs des plateformes. Quand Uber a su que l'Union européenne allait travailler là-dessus, ils se sont dit tiens, c'est l'occasion pour nous de légaliser ceux dont les juges disent que c'est illégal. En gros, c'est un peu comme si vous braquez une banque. Et bien, plutôt que d'arrêter de braquer des banques et de vous conformer à la loi, vous décidez de légaliser le braquage de banques. Et en fait, c'est en quelque sorte comme ça qu'elles entrevoyaient le chantier législatif. Et depuis 2 ans, il y avait un bras de fer entre elles qui souhaitaient légaliser une forme de 3e statut entre le statut de salarié et le statut de travailleur indépendant. Et nous, donc quand je dis nous, c'est une bonne partie du Parlement européen jusqu'à ce qu'en septembre dernier, ce soit la position officielle du Parlement européen, donc les juges, le gouvernement espagnol et surtout les principaux concernés, les collectifs de livreurs, de VTC qui partout en Europe se mobilisent et qui disaient au contraire, on veut faire respecter nos droits. Et dans la vie, soit on est indépendant, soit on est salarié. Et ce que dit cette directive, cette proposition de directive de jeudi, elle nous dit, à partir du moment où vous êtes soumis à un lien de subordination, où vous avez que le nom d'indépendant sans avoir les avantages du statut d'indépendant, qui est de ne pas avoir de patron au-dessus de vous, qui est de décider de vos tarifs, et ben vous devez avoir accès aux droits qui vont avec. Alors, impliquée dans les négociations et les tractations qui ont abouti à cette proposition de directive européenne, Leila Chaibi a constaté effaré le travail de sape des macronistes français sur ce dossier. Des macronistes qui, sur le sujet, sont encore plus à droite que le Parti populaire européen, le PPE, coalition de gros partis comme les Républicains en France et la CDU d'Angela Merkel. Moi, mes plus gros adversaires, j'ai plus réussi à convaincre les Allemands du PPE, donc de la droite, et les plus fervents opposants, c'était vraiment, oui, les macronistes français. Depuis le début dans cette histoire, dans les débats, si on regarde en France, bon, il n'y a pas besoin de remonter très loin, mais remontant en décembre 2019, la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. En France, Macron, lui, il nous explique vouloir protéger les plateformes contre les risques de requalification. Non pas protéger les travailleurs des plateformes, mais protéger les plateformes du risque que leurs travailleurs vont trop souvent voir le juge pour dire « oh, il y a arnaque, je suis pas vraiment indépendant, je dois être salarié normalement, regardez, j'ai tous les critères ». Du coup, ça met en difficulté, ça, en insécurité les plateformes. La priorité de Macron, il nous dit, c'est de protéger les plateformes.
Il y a un article du Conseil constitutionnel de la loi L'Homme dans ce sens-là, qui est retoqué par le Conseil constitutionnel quelques semaines après. Et d'ailleurs, moi, je vous disais, quand j'ai rencontré le lobbyiste de Deliveroo, il me dit ah, mais c'est vraiment génial ce que Macron il a fait avec sa loi L'Homme. Enfin, ça, avec l'accent anglais, il faut imaginer le gars venu de Londres, chargé des affaires publiques de Deliveroo. Et il m'explique, il me dit, mais c'est quand même dommage, votre truc, le Conseil constitutionnel, là, dommage de l'avoir annulé, parce que moi, la semaine prochaine, je vais voir le gouvernement Sanchez en Espagne, puis je vais me prendre mon bâton de pèlerin, voir tous les gouvernements de l'UE, leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent comme Macron. C'est génial, c'est Macron qui a la solution. Ensuite, dernièrement, Macron, lui, il avait pris le débat sous l'angle de donner plus de droits aux travailleurs indépendants pour éviter d'aborder le sujet de l'utilisation frauduleuse du statut d'indépendant, en fait. Pendant des mois et des mois, Macron était le plus fervent défenseur d'un tiers statut. Un statut qui aurait eu pour l'employeur les avantages du statut d'indépendant, pas le droit du travail à donner, et les avantages du statut de salarié. Vous avez des gens qui vous obéissent, pour la faire courte. Et pour le travailleur, ce tiers statut, ça aurait été les inconvénients du statut d'indépendant, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit du travail, et sans avoir les avantages, qui sont la liberté de fixer vos tarifs, etc., et les inconvénients du statut de salarié, un patron au-dessus de vous qui vous dit quoi faire et qui peut vous sanctionner et vous contrôler. Il voyait bien, Macron, que si ce tiers statut existait, était légalisé, eh ben, demain, il pourrait être utilisé dans toute l'économie au-delà des plateformes. Et comme ça, c'était une façon de casser le droit du travail. Et donc, ça a été la bataille de Macron. Au départ, le tiers statut. On a dû le faire reculer sur le tiers statut. Donc, dernièrement, il avait une autre stratégie, mais en gros, qui consiste à tout faire pour faire en sorte qu'on évite aux plateformes d'assumer leurs obligations d'employeur. Et ça, c'était… Alors, au départ, je me demandais s'il était payé par Uber. Je ne pense pas, mais c'est vraiment idéologique, je pense, d'être au service des intérêts d'Uber parce qu'il a entrevu la possibilité qu'il y avait de casser toutes les protections, tout le salariat, de revenir sur des décennies de conquis sociaux. Pourquoi Macron, depuis le départ dans cette histoire, a mis un enthousiasme de dingue à défendre les intérêts d'Uber? C'est parce que si demain, on légalise le fait que c'est possible, partout en Europe, d'avoir des gens sous vos ordres sans avoir à assumer la contrepartie du fait d'avoir des gens sous vos ordres, qui est le contrat de travail, en fait, c'est toute l'histoire du salariat. Hein. Tout le salariat s'est construit à comment la contrepartie que je donne 8 heures par jour pour un patron, c'est que j'ai des droits, le droit du travail, ce qui fait que je ne suis pas un esclave. Si on annule ça, demain, je suis le patron de Carrefour. Pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés si j'ai la possibilité d'avoir des gens avec ce statut d'ubérisé et qui fait que je n'ai pas besoin d'assumer mes obligations? Échec donc total pour Emmanuel Macron, ses copains lobbyistes et start-upers. Comment une telle percée a-t-elle pu avoir lieu à Bruxelles, au lieu des groupes de pression et du big business? Leila Echaibi a sa petite idée. J'ai présenté une première proposition de directive il y a 1 an, mais le Parlement européen, la différence avec l'Assemblée nationale en France, c'est qu'on n'a pas le droit d'initiative législative. On ne peut pas écrire le premier jet des directives. On doit attendre que la Commission, comme elle l'a fait jeudi, nous fasse sa première proposition. Donc, une grosse partie du travail, d'abord, ça a consisté à mettre la pression pour que la Commission fasse une proposition qui aille dans le bon sens. Mais en fait, cette victoire, elle n'aurait jamais été gagnée sans l'irruption de la parole des premiers concernés sur la scène bruxelloise. En fait, je pense qu'une bonne partie de mon travail est la plus importante que les négociations que j'ai menées en commission, plus importante que les amendements que j'ai déposés, ça a été de construire, moi, ce que j'appelle un lobby populaire. À Bruxelles, les lobbies, ils sont comme à la maison, ils ont un tapis rouge, ils ont l'habitude d'écrire la loi eux-mêmes. On est très éloignés. Vous voyez, je vous expliquais un peu le fonctionnement, mais moi, il m'a fallu plusieurs mois avant de comprendre comment on construit une loi à l'échelle européenne. On dirait que tout est fait pour éloigner les citoyens et les premiers concernés. Et quand, à Bruxelles, on réunit, comme ça a été le cas, par exemple, fin octobre dernier, des 120 travailleurs, livreurs, chauffeurs VTC venus de toute l'Europe, qui ne parlent pas la même langue, mais qui racontent tous la même chose, quand on les fait se confronter à la Commission européenne, je peux vous dire que là, la Commission, elle se dit, il n'y a pas que Uber qui me regarde, là, quand je suis en train d'écrire ma proposition, mais je suis aussi regardée par les travailleurs et je vais devoir faire attention à ce que j'écris parce qu'ils me regardent et ils me mettent la pression. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de la proposition de la Commission européenne, j'étais avec les VTC devant, qui étaient venus de France, avec Brahim Ben Ali, le responsable des VTC, Jérémy Wick, des livreurs. On était devant la Commission européenne à dire attention, Nicolas Schmit, commissaire à l'emploi, on te regarde, fais attention à ce que tu vas écrire. Et l'irruption de ce lobby populaire qui a été en capacité d'être plus puissant que le lobby des plateformes, ça a compté, ça a pesé, et sans ça, on ne serait pas arrivé à cette proposition de jeudi, ce qui nous indique que les travailleurs des plateformes sont désormais présumés salariés.
Alors il y a encore plusieurs étapes avant la mise en application concrète sur le terrain du projet de directive européenne rendu public jeudi dernier. C'est pas du jour au lendemain. Là, le combat, une bonne étape a été franchie, mais tout n'est pas encore gagné. À partir de maintenant, au Parlement européen, on va reprendre les négociations sur le texte à partir de la proposition de la Commission. Les États, de leur côté, vont faire la même chose. Il faut compter à peu près, grosso modo, en fait, à une directive adoptée autour de juin-septembre 2022. Et ensuite, les États membres de l'Union européenne ont 2 ans pour la transposer dans la loi. Donc, malheureusement, c'est une énorme victoire qui est assez inattendue et qui est le résultat de 2 ans de bataille. Mais malheureusement, il va falloir encore un petit peu de temps avant qu'elle soit transposée dans la loi. Mais ce qui n'empêche pas, en fait, avant même sa transposition, qu'on puisse mettre la pression sur les plateformes, sur le gouvernement français qui a choisi une voie complètement différente et qu'on donc sollicite les plateformes, les juges, surtout pour qu'ils requalifient en contrat de travail les relations qui unissent les travailleurs aux plateformes. Rien n'empêche la France, là, dès demain, sans attendre de la directive, d'appliquer, de mettre en œuvre la présomption de salariat au sein du pays. C'est ce qu'a fait l'Espagne pour la livraison de repas à domicile. Mais là, en fait, n'importe quel président de la République, effectivement, n'aurait pas besoin d'attendre que la directive soit adoptée, puis les 2 ans limite, mais pourrait, dès demain, poser la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Et effectivement, moi, j'aimerais bien que ça fasse partie des enjeux et des sujets qui sont débattus. Bon, voilà, en plus, surtout que je pense que ce serait plus sain et enthousiasmant pour la démocratie que les débats très à droite qu'on nous impose en ce moment. Si le débat politique pouvait tourner là-dessus, ça serait vraiment super. Et avoir un engagement de la part des candidats sans attendre la transposition de la directive, s'engager là-dessus. Je pense que si je ne soutenais pas déjà un candidat à la présidentielle, je prendrais moi mon bâton de pèlerin et j'irais faire le tour. Je vais suggérer à d'autres de le faire, tiens. Bien entendu, vous l'avez deviné, le candidat soutenu par Leila Chaibi est Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Et la requalification en contrat de travail salarié des auto-entrepreneurs, collaborateurs exclusifs des plateformes dites collaboratives, fait partie, comme s'en réjouit Leila Chaibi, du programme L'Avenir en commun. Proposition partagée aussi dans les programmes politiques de quasi tous les candidats de gauche jusqu'au PS.